Voilà. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean-Claude Crivello, qui est chargé de recherche au CNRS, initialement à l'ICMPE à Paris, et qui est depuis quelques mois en mobilité au laboratoire international Link au Japon, à Tsukuba. Donc Jean-Claude, c'est quelqu'un qui est important dans nos communautés. Et je dis bien nos communautés parce qu'aujourd'hui, on voit avec l'assistance qu'on a des gens de Aftermath, donc de la thermo des matériaux et aussi de IAMAT. Et donc Jean-Claude œuvre beaucoup à cette complémentarité entre l'ADFT, le CALFAD, la science des matériaux et la thermodynamique. Et donc ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, justement, est lié un petit peu à ça, avec les méthodes d'intelligence artificielle appliquées à la science des matériaux. Donc Claude, à toi. Merci beaucoup, Olivier. C'est un sincère plaisir d'être avec vous et de voir tous aussi nombreux à distance, malheureusement, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir cet intérêt pour ce sujet. Euh, Ça va être une présentation très générale, donc je m'excuse par avance pour les spécialistes. Je vais vraiment faire une overview un petit peu de toutes les méthodes avec une petite introduction historique, etc. Donc voilà, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes sur certains trucs, mais j'essaierai à chaque fois quand même de présenter des exemples concrets pour voir un petit peu l'évolution en sens des matériaux. Et puis si j'ai le temps, je parlerai aussi de ce que j'aime bien, les approches génératives. Euh, on va commencer par bon, des choses un peu élémentaires historiques. Euh, hop, pardon. Alors, je ne vais pas refaire l'historique parce que ça, vous le trouverez ailleurs bien mieux que moi, mais ce que je voulais illustrer là, c'était le fait que, comme toute technologie, l'IA par exemple, eh ben, elle peut être applicable que s'il y a à la fois un développement théorique et aussi un support matériel pour pouvoir l'appliquer. Et là, c'est un peu le cas notamment avec les chipsets électroniques qui ont permis, notamment grâce aux chipsets graphiques, de pouvoir utiliser correctement, par exemple, des réseaux convolutifs et de faire de la reconnaissance d'images de manière extrêmement efficace, ce qui a permis, comme vous le savez aujourd'hui, à l'explosion dans plein de domaines qui nous touchent tous au quotidien. Alors, ce boom, il existe évidemment en sciences des matériaux et on peut lire depuis plusieurs années maintenant des revues un petit peu qui vantent un petit peu l'IA pour révolutionner un peu la science des matériaux. Par exemple, cette approche-là qu'on voit souvent, comme quoi ça serait le quatrième paradigme, la première étant la science empirique, le deuxième, la mise en équation, et puis la troisième, l'émergence des techniques de chimie computationnelle. On peut se mettre effectivement à rêver que les données et puis peut-être l'intelligence artificielle démystifiée pourraient nous aider à révolutionner un petit peu la science. Bon, moi, je n'aurais pas tout à fait ce même discours, même si on va le voir, les choses évoluent et les curseurs commencent à se déplacer de plus en plus. Les industriels aussi se mettent à rêver d'IA avec des nomenclatures en point zéro qui évoluent au fur et à mesure, où là, on peut s'imaginer que effectivement, avec des capteurs embarqués, des algorithmes de prise de décision, on peut avoir des chaînes de process qui s'améliorent et puis peut-être même remplacer l'humain, ce qui pourrait arranger certains industriels. Non, je plaisante, mais voilà, on voit quand même une présence de plus en plus marquée de l'IA dans le processus industriel. Et comme je peux le voir justement récemment, étant au Link, travaillant avec Saint-Gobain, on voit effectivement un énorme intérêt croissant. Qu'en est-il spécifiquement en chimie? Là, c'est intéressant. Là, j'ai repris des rapports classiques qu'on peut trouver euh, sur Internet de l'investissement financier, par exemple, de l'IA. Ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple entre 2019 et 2020, là où il y a le plus d'investissement, bah, c'est en chimie, c'est en pharmaceutique aussi, par rapport à d'autres disciplines où il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont mis en jeu, notamment en bourse. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être dû au fait à l'effet de la Covid, mais je ne pense pas que. Je pense qu'il y a un terrain favorable en fait en chimie. Je reprends l'exemple de la chimie organique, un petit peu d'avance par rapport à la chimie inorganique. On voit un aliment de planète. Pourquoi? Parce que les molécules, ça s'écrit très facilement avec une syntaxe de chaîne de caractères. Il y a le format SMAL ou il y en a d'autres, enfin, qu'importe. Donc, on peut l'écrire et donc on peut le rendre intelligible dans un programme, dans un algorithme. On a déjà sur le marché depuis longtemps des algorithmes de traitement de texte comme le Natural Language Processing qui permettent de faire du word embedding, comme on dit, c'est-à-dire mettre des fonctionnalités sur des mots. Et depuis récemment, on a des algorithmes type transformer comme GPT qui nous permettent de générer des données.
Donc, voilà, c'est pas si vieux, hein, mais déjà depuis 2018, on est capable de générer des molécules à partir de cet alignement de propriétés. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un terrain favorable qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tant d'investissement. En termes de chimie inorganique, je disais qu'on a un petit peu plus de retard. Je pense que les premières pierres ont été posées par la chimie computationnelle, notamment aux États-Unis. Vous avez notamment entendu parler du Material Genome Initiative. C'est notamment c'est très bien raconté dans cet article, d'ailleurs je vous invite à regarder, c'est un petit article court, qui raconte qu'en fait, effectivement, à la fois, début des années 2000, on avait accès à des supercalculateurs de manière assez aisée. À la fois, les codes DFT sont assez faciles d'utiliser aussi. Il y a même des open source aujourd'hui. Et donc, pourquoi pas fabriquer un génome, un peu comme sur le modèle du génome humain, qui recenserait toutes les propriétés des matériaux. C'est ce que Giron Sider avait proposé à l'exécutif américain et qui a été soutenu par le président Obama pour cette première initiative. Et en résultat, il en est sorti, c'est recensé là, mais il y a plein d'autres articles qui en parlent. Il en est sorti de nombreuses bases de données libres ont été publiées, alors majoritairement basées sur des calculs DFT, mais pas que, qui ont permis de construire déjà des premières bases de données. Et ça, c'est du pain béni pour ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est le machine learning. On va le voir tout à l'heure dans la famille des apprentissages supervisés. On a besoin d'une base d'entraînement. Toutes ces bases-là ont permis des premiers développements très rapides de prédiction à partir de ça. Alors, je vais parler des États-Unis, je vais quand même parler un tout petit peu de la France, où il y a eu quand même des initiatives qui ont été faites. En 2019, des premières chaires IA pays à 4 par exemple, et plus récemment comment dire, des approches plus collectives avec le PEPR Diadème qui essaie de recenser tout un... Ah, un petit peu d'un micro. Qui essaie de recenser toute une couronne d'approches différentes centralisées sur les bases de données de l'intelligence artificielle. Et puis, tu l'as évoqué tout à l'heure, Olivier, le GDR-IAMAC porté par l'INP et l'INC qui essaie de recenser et d'animer aussi différentes initiatives en France. Alors après cette première intro, on va regarder un petit peu de manière un petit peu plus globale comment moi je perçois l'IA avec une capture un petit peu simple du paysage. Aujourd'hui, faire la biblio, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de noms un peu complexes pour certains. On va essayer aujourd'hui de démystifier tous ces petits mots avec des petits exemples à chaque fois. Mais là, ce que je voudrais d'abord donner comme premier message, c'est que la science des données, enfin l'intelligence artificielle appliquée à la science des matériaux, c'est avant tout une discipline interdisciplinaire. Moi, personnellement, je ne me prétends pas être data scientist du tout. Moi, je suis avant tout un chimiste. Mais pour faire avancer avec cet outil, la recherche, j'ai besoin de travailler en collaboration avec des matheux, avec des informaticiens. Et bon, j'aime assez cette représentation pour montrer à quel point c'est une science interdisciplinaire. Ça serait déjà un premier message que je voulais dire. Deuxième message que je voulais dire, c'est qu'il y a différentes représentations simplificatrices qu'on peut trouver. Il y a celle-ci, l'IA avec des cercles concentriques, où le machine learning serait une sous-catégorie qui serait plus dédiée à l'apprentissage. Le deep learning est encore une sous-catégorie où on utilise des réseaux de neurones. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt me baser plus sur une autre approche, où déjà j'éviterai de parler d'intelligence artificielle, mais plutôt de sciences de données, parce on va le voir, il n'y a rien d'intelligent derrière tout ça. Il n'y a pas d'intelligence adaptative, comme on peut le dire par rapport à l'intelligence humaine. C'est juste une intelligence dédiée avec un algorithme de décision qui est basé uniquement sur la statistique. Donc, je vais avoir une approche un petit peu là-dessus, avec des tranches, avec des sections que je vais essayer de développer. Et ça va être un petit peu la trame de ma présentation à partir de maintenant. Alors, la première catégorie que je vais développer, et je vais comme ça énumérer de manière un petit peu exhaustive, ça va être tous les algorithmes de data mining, de fouille de données. Pardon. Donc, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais énumérer un peu de manière rébarbative, désolé, mais je présenterai quelques petits exemples. Donc, la première approche de fouille de données qu'on peut voir classiquement, c'est l'analyse combinatoire. Vous avez beaucoup de données, et il va falloir faire le tri là-dedans. Donc, par exemple, vous avez des alliages, différentes propriétés, et donc on peut essayer de voir quelles sont les corrélations entre ces différentes propriétés. Donc, par exemple, si on plotte
le module de rigidité avec le melting point. Il y a évidemment une corrélation qui semble évidente, c'est l'énergie de cohésion qui est liée derrière tout ça. Pourquoi pas relier ces informations en faisant qu'un seul vecteur? C'est l'approche classique qu'on a en analyse composante principale. Et ça nous permet du coup de simplifier les modèles, de faire de la réduction de modèles de dimensionnalité et d'avoir des approches descriptives et même prédictives sur ce type de méthode. Ça, c'est une première approche qu'on peut trouver. Une deuxième approche, toujours en fouille de données, c'est du criblage haut débit. Vous avez une boîte et on voulait distribuer des œufs dedans, une boîte à œufs par exemple. Vous avez des œufs de caille, des œufs de doigts, des œufs de poule, je ne sais quoi, et vous voulez faire la meilleure omelette. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mélanger les différentes combinaisons, vous allez goûter, puis vous allez voir quelle est la meilleure solution. Donc ça, c'est du screening, du criblage très bête et méchant, on va dire, brute force, mais c'est très efficace. Ça se combine très bien avec des méthodes computationnelles. Ça a été fait déjà depuis très longtemps, où par exemple, on regarde des mélanges binaires, on calcule toutes les phases et on regarde quelle est la plus stable, comme par exemple les approches comme Curtarolo, qui a pas mal œuvré dans le Material Genomes. Ça, c'est une approche assez brute force, mais parfaitement efficace. On a aussi le pendant expérimental. J'ai vu un article de review qui regardait un petit peu tout ce qui était fait pour les matériaux d'électrode, enfin de batterie plutôt, où on peut voir à la fois de la robotisation de mélange de fluides couplé avec l'hydrochimie pour voir quels sont les meilleurs, meilleurs électrolyseurs. D'autres approches liées plus à la pulvérisation cathodique en faisant différents mélanges complexes avec une géométrie qui est un petit peu optimisée pour faire directement du criblage à différents mélanges. Ça, c'est pour la synthèse. Aussi pour la caractérisation, c'est des approches qui ont lieu. Là, j'ai repris un exemple de l'équipe de Nantes de Romain Gauthier, où là, il y a des méthodes de synthèse avec des identifications qui sont faites rapides pour trouver des propriétés photoémission de... C'est des perovskites. Oui, c'est des perovskites, oui, je crois qu'en en optoélectronique. Voilà, on peut faire la caractérisation comme ça rapide. Et j'ai trouvé aussi un autre exemple intéressant de fabrication additive couplée à du machine learning où voilà, on peut cribler très très rapidement différentes compositions, différents alliages. Donc ça, c'est une première famille que je mettrais sous le chapeau de la fouille de données. On a en deuxième catégorie d'algorithmes des algorithmes plus d'optimisation. On va chercher à cibler une fonction précise. Donc, le premier algorithme qui peut nous venir en tête, c'est tous les algorithmes évolutionnaires ou génétiques. Donc, je rappelle la méthode. Vous avez un pool de population avec des individus. Vous allez en sélectionner deux. Vous les faites se reproduire en mélangeant leurs gènes avec un petit peu de mutation pour éviter la consanguinité. Et puis, vous évaluez les enfants et vous les gardez s'ils sont meilleurs. Donc ça, j'ai pris un exemple de l'équipe encore de Nantes, mais cette fois-ci de Franck Tancret avec l'équipe avec Safran, qui avait appliqué ça à des alliages type un peu HEA, on va dire, ou multiconstituants plutôt, où là, le gène, c'est un élément, et puis la population, ça va être un groupe de ces éléments, où vous avez une population composée de différents alliages. Vous prenez deux individus, vous les faites se reproduire, et vous estimez si les enfants sont meilleurs. Là, l'interrogation avait été faite en regardant sur une base de données si à la composition donnée, la phase était monophasique, mais voilà, il peut y avoir différents types d'interrogations, mais tout dépend du type en tout cas d'interrogation, mais toujours est-il qu'on évalue l'enfant par rapport aux parents. C'est aussi utilisé pour faire de la cristallochimie. Il y a sûrement d'entre vous qui connaissent l'algorithme évolutionnaire sur du crystal design, comme par exemple le code USPEX qui est développé par Oganov. Il y a d'autres codes équivalents, mais en tout cas, Oganov est bien connu pour avoir œuvré dans cette technologie, euh, notamment pour avoir démontré des nouvelles structures de bord haute pression. C'est très efficace. Ça a quelques limites quand même, parce que comme toutes les méthodes évolutionnaires, on va être confronté à un mur de combinatoires, hein. Si ça marche très bien avec un système binaire, éventuellement ternaire, mais on va se retrouver à un nombre exponentiel à calculer en fonction de la complexité du nombre d'éléments. Donc, ça a quelques limites, mais ça reste extrêmement efficace. On le verra tout à l'heure, les méthodes génératives permettent aussi de faire des optimisations. Ici, je démontre un très bel exemple avec des encodeurs comment on appelle ça en français, auto-variationnels, pardon. La méthode est simple, vous avez deux réseaux de neurones, un pour encoder, un pour décoder. Vous
en input, vous donnez par exemple une molécule qui, dans un espace latent, va avoir une certaine fonctionnalité. Et vous allez pouvoir, dans cet espace latent, vous naviguer pour aller vers l'endroit où vous allez maximiser une fonctionnalité. Par exemple, je sais pas, soigner pour un médicament, soigner une maladie, par exemple. Et une fois que vous avez trouvé dans l'espace latent votre émotionnalité, enfin votre composition, vous allez pouvoir décoder et trouver la molécule qui, qui permet qui correspond. Donc voilà, je vais un petit peu vite, hein, mais voilà, vous voyez un petit peu. Et tout à l'heure, vous verrez il peut y avoir d'autres recouvrements, comme par exemple l'apprentissage actif qui permet de mélanger le machine learning et les algorithmes d'optimisation. Donc il n'y a pas vraiment de frontière entre ces différentes catégories. Donc là, voilà, maintenant je vais m'attarder à l'apprentissage automatique qui est de loin les méthodes les plus utilisées aujourd'hui, adaptées à la science des matériaux. Il existe aussi donc différentes familles en machine learning. Généralement, on caractérise par 3 catégories. L'apprentissage par renforcement, qui n'est pas très utilisé en sciences des matériaux, parce que, alors j'explique rapidement, vous avez de l'agent qui propose quelque chose, on teste, et par un système de récompense, si la solution proposée est bonne, on indique à l'agent de recommencer, alors qu'au contraire, s'il fait une erreur, on lui dit de ne pas recommencer. Donc, c'est un système d'essai-erreur, une méthode assez efficace, mais qui nécessite quand même d'avoir une réponse sur l'expérience rapide, ce qui n'est généralement pas le cas d'un point de vue expérimental, même d'un point de vue computationnel. Un calcul d'FT, ça reste trop long pour utiliser les méthodes par renforcement. C'est très utilisé dans les théories du jeu, comme par exemple AlphaGo, comme on parlait tout à l'heure en introduction. Mais voilà, c'est très peu utilisé en sciences des matériaux. Les apprentissages non supervisés sont aussi moins utilisés en sciences des matériaux, bien que tout à l'heure j'en donnerai un exemple, notamment le clustering, où vous avez des catégories par exemple, de matériaux qui ne sont pas catégorisés, qui ne sont pas labellisés. Et ben, le clustering va pouvoir faire des catégories et classer. J'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Mais par contre, je vais m'attarder plus spécifiquement à l'apprentissage supervisé, qui est de loin le plus utilisé en machine learning. Donc, dans la famille de l'apprentissage supervisé, j'appelle l'apprentissage supervisé, où le méthode est assez simple. Vous avez une base de données, une base d'entraînement, et vous allez essayer d'appliquer un algorithme pour construire une fonction de prédiction. Donc, une fois que vous avez une fonction de prédiction, c'est assez utile parce que si vous avez un nouvel individu, vous allez pouvoir prédire la valeur cible associée. Donc, c'est très simple sur le principe. Et en fonction de la nature de la valeur cible, vous allez vous retrouver dans 2 catégories. Soit la valeur cible est une valeur numérique, vous allez donc faire une régression, soit elle appartient à une catégorie. Et dans ce cas, on va faire ce qu'on appelle tout simplement une classification. C'est très simple, je suis désolé pour ceux qui sont un petit peu spécialistes du domaine, mais on va maintenant regarder avec exemple à l'appui comment ça se classe. Donc, si on fait une régression, vous avez donc la valeur cible qui est numérique, un espace qui n'est pas forcément à une dimension. Là, je vous prends un exemple qui est simple pour représenter, mais ça peut être multidimensionnel, bien sûr. Vous allez chercher à avoir en gros une représentation linéaire qui va pouvoir associer vos valeurs à votre valeur cible. Et donc, j'attends que le micro se coupe, voilà. Donc ça a été par exemple appliqué à de nombreuses prédictions. Les premiers exemples qui sont assez massivement publiés, ce sont ceux qui sont liés à les calculs d'enthalpie de formation, où là, votre valeur cible, ça va être l'enthalpie de formation calculée, où vous avez une représentation assez classique en fonction de la valeur prédite du modèle en fonction de la valeur à calculer, ou si le modèle est bon, vous avez une diagonale, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose une représentation que vous pouvez voir assez souvent dans la littérature, qui vous montre la bonne crédibilité des modèles de prédiction, où aujourd'hui, par exemple en DFT, on a des estimations d'enthalpie de chaleur, typiquement à 2 kJ près, si les bases de données sont assez correctes. Les algorithmes de classification, donc comme je disais, si vous avez des catégories, votre famille appartient à différentes couleurs, vous allez devoir les classer. Et le premier algorithme qui nous vient à l'esprit, c'est les algorithmes d'arbres de décision, où par un enchaînement de questions, vous allez classer les éléments dans des cases. Donc là, c'est un exemple assez vieux quand même, et qui est assez efficace, qui démontre bien l'efficacité en tout cas. C'est la même représentation de l'arbre, mais à l'envers, où ici, ils ont cherché à regarder, tiens, mais quelles sont les compositions ternaires qui permettent de former des phases oscillaires.
Peut-être les phases oscillaires sont intéressantes pour la thermoélectricité. Donc là, ils ont regardé sur une base de données type Pearson, quels sont les trios d'éléments qui forment des oscillaires en vert ou qui ne forment pas d'oscillaires en orange. Et à part en interrogeant justement cette base et en posant des questions binaires, à chaque fois des choix binaires, on va pouvoir construire l'arbre de décision où on peut regarder quelle est la nature de l'élément B, le nombre d'électrons de valence, l'électronégativité, et à la fin classer à partir de la base d'apprentissage, ce qui permet ensuite d'explorer des compositions, enfin des trios, des triplets d'éléments qui n'avaient été pas recouverts par la base de données et de trouver des nouvelles compositions potentiellement Hustler. C'est assez efficace. C'est des types d'algos qui sont très compréhensibles. On peut le voir d'un œil chimique en posant des questions, on comprend la nature du système. Donc ça, c'est vraiment très précieux. En revanche, ça a tendance à trop rester collé à la base d'apprentissage. Ça a tendance à faire ce qu'on appelle du surapprentissage. Et donc, on préfère généralement des méthodes plus statistiques, plus globales, qui sont malheureusement moins descriptives d'un point de vue chimique, mais qui sont plus statistiquement représentatifs. Typiquement, les forêts aléatoires, qui sont en gros multiples, comme son nom l'indique, un, un certain nombre d'arbres qui ont été volontairement biaisés en coupant leurs différentes branches d'apprentissage pour qu'en moyenne, statistiquement, on soit beaucoup plus représentatif de choses qui n'ont pas été vues dans la base d'entraînement. Donc là, c'est un autre exemple qui est aussi cherché à prédire la cristallographie d'une composition donnée, où là, ils ont regardé tous les prototypes dans la base de Pearson, qui est plus de 25 000 prototypes, avec toutes les compositions définies. Et à partir d'une composition unique, l'algorithme, ça date aussi, hein, vous voyez, ça a plus de 5 ans, c'est capable de prédire à une probabilité près dans quel type structural cette composition originale a plus de probabilité de cristalliser, par exemple. Toujours dans les algorithmes de classification, j'itère un petit peu là, hein. Il y a les machines de support de vecteurs, pardon, en français, qui permet de faire la classification plutôt binaire. Vous avez donc un ensemble là, de catégories. Et là, le but du jeu, c'est trouver l'hyperplan qui sépare ces catégories. Avec trouver la norme, trouver l'espace, c'est-à-dire la norme de l'hyperplan. C'est pour ça que ça s'appelle machine à vecteurs de support. Ce n'est pas très, très utilisé en sciences des matériaux, mais j'ai trouvé un exemple qui date aussi un petit peu, qui permettait de trouver dans quelle catégorie des alliages binaires allaient avoir tendance de faire une solution solide, type BCC, HCP ou BCC, un groupe de Kyoto. Un des exemples, il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est juste pour montrer que ça a été appliqué. Puis un autre exemple, je vais un petit peu vite, là, je suis un petit peu rébarbatif, désolé, des KNN, des cas plus proches voisins, où là, à nouveau, dans un espace donné, si vous avez un nouvel individu, quel est un rayon près, quelle est la plus grande probabilité d'appartenir dans une catégorie. C'est un algorithme qui est très très rapide à prendre des décisions. C'est notamment utilisé pour faire des achats en ligne, typiquement. C'est moins utilisé aussi en sciences des matériaux, mais là, pareil, j'avais trouvé un exemple pour essayer de trouver, pour essayer de distinguer sur une image en métallographie si une phase était de la martensite ou de la perlite. Je pense qu'aujourd'hui, on utiliserait plutôt des réseaux de neurones, mais voilà, pour montrer que ça a été quand même un petit peu appliqué. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des approches qui combinaient différentes méthodes. C'est le cas, par exemple, de l'apprentissage actif, qui fait partie de la famille des machines, de la machine learning, mais qui a pour objectif d'optimiser une fonction. Donc là, j'ai pris un exemple d'un groupe de Tsukuba, justement, qui a utilisé l'apprentissage actif pour essayer de trouver des matériaux, ici pour des matériaux de stockage de données type neodyme fairboard, enfin des matériaux magnétiques, pardon, où avec très très peu d'échantillons, de faire un premier modèle prédictif, et à partir de là, combiner ça avec une approche stochastique, type optimisation bayésienne par exemple, pour donner une courbe de tendance, enfin pas une courbe de tendance, une marge d'erreur, où évidemment l'erreur est nulle là où il existe des échantillons, mais de voir à quel endroit il y a une incertitude importante. Et là, c'est intéressant de se dire, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant de regarder, par exemple, dans ce domaine de composition,
domaine de paramètres, parce que à la fois la certitude est importante, donc d'avoir un nouvel composé ici, ça permettrait de réduire l'incertitude et donc d'améliorer le modèle prédictif, et surtout, il semblerait que là, il y a une propriété qui soit maximisée à cet endroit-là. Donc, suggérant cela, on peut faire des petites expériences en plus pour améliorer de manière itérative comme ceci l'apprentissage de manière active. Et ça a été réalisé avec succès. Voilà, je reprends un petit peu ma nomenclature. Donc, toujours dans la famille des machine learning, il y a l'apprentissage profond, ou comme je l'avais un petit peu résumé tout à l'heure, c'est en gros l'utilisation de réseaux de neurones qui va pouvoir améliorer l'apprentissage. Pour ça, ça me permet d'introduire ce qu'est un neurone. Donc, c'est basé simplement sur le réseau biologique que vous connaissez. Vous avez un neurone et les axomes avec différentes informations qui arrivent pondérées par des poids. Et si la somme pondérée passe notre fonction d'activation, l'information est transmise. On peut revoir, au plaisir à Olivier, le petit regard historique de la représentation mimiquée du neurone artificiel par la machine, par des hommes, lors du perceptron en 1957. Alors, le réseau de neurones, c'est bien plus complexe qu'un neurone parce que ça va mettre en corrélation différents neurones pour essayer de mettre en exergue différentes corrélations cachées. C'est ça qu'on parle d'apprentissage profond, c'est parce qu'on va regarder sur les différentes couches internes quelles sont les différentes corrélations entre les différentes couches, où là on voit des layers euh, qui se succèdent, mais il y a différentes architectures de réseaux de neurones bien plus complexes que celle-ci. Donc ça, c'est très utilisé, notamment en reconnaissance d'images. Je rappelle le principe, vous avez une base d'apprentissage qui contient que des visages, et le réseau de neurones, il va essayer de trouver des signatures, des fingerprints de qu'est-ce qu'un visage. Nous, humains, en gros, on dirait un visage, c'est juste un nez, enfin deux yeux avec le nez au milieu, par exemple. Le réseau de neurones va essayer de trouver ces différentes signatures avec différentes transformations pour que lorsqu'on regarde une nouvelle image, en scannant l'image, il puisse retrouver à quel endroit tous les flags, tous les voyants passent au vert, tout ce qu'il a vu précédemment pour dire que voilà, j'ai identifié qu'ici, il y a bien un visage. Donc ça, c'est utilisé énormément en traitement d'image. On peut le voir aujourd'hui, je n'ai pas mis d'exemple, je suis désolé, en traitement de microscopie, de toutes choses reliées à des images liées à la science des matériaux. J'ai préféré donner des exemples de réseaux de neurones utilisés sur des différentes approches, comme par exemple des spectres EXAF, par exemple, où à partir d'une base de données, ils ont pu construire un modèle d'apprentissage qui permet, à partir d'un nouveau spectre, de retrouver rapidement l'ordre local sans avoir à faire tout un raffinement un petit peu complexe, tout en utilisant un réseau de neurones. Là, je donne un exemple qu'on a pu développer à l'ICMPE, où à la fois en faisant de la régression sur un tapis de chaleur et de la classification sur le caractère semi-conducteur ou métallique d'alliage quaternaire complexe dans des systèmes de slur, on a pu trouver des nouvelles compositions originales qui n'ont jamais été publiées, mais qui potentiellement pourraient être intéressants pour les propriétés semi-conducteurs, pour des propriétés thermoélectriques, pardon. Une autre approche encore, désolé, je donne encore quelques exemples qu'on a pu développer à l'ICMPE, qui était en relation avec des bases de données type CalFAD, où les gens savent bien, c'est un petit peu compliqué d'estimer des n-members, des composés limites dans des modèles complexes, comme par exemple la phase sigma, comme certains connaissent bien, où là, il faut exprimer les enthalpies de formation de tous les composés ordonnés. Donc, pour une phase à 5 sites cristallins avec un système complexe à 18 éléments, ça voudrait dire estimer 18 à la puissance 5 compositions, ce qui n'est pas possible par DFT, mais on a pu le montrer qu'avec une petite base de quelques milliers de calculs, on est capable de prédire les 10 millions de composés 10 millions de n-members à partir d'un petit réseau de neurones, donc un petit peu optimisé avec une combinatoire spécifique. Donc ça reste très efficace. Et là, c'est un message aussi que je voulais donner, c'est que le réseau de neurones, il ne va pas être capable de vraiment, enfin, il est capable, mais il n'est pas spécialement bon pour trouver une aiguille dans une botte de foin, mais il va être très très bon pour accélérer cette recherche. Là, on voit
On pourrait très bien brute force faire les calculs, ce qui serait débile, mais on pourrait. Mais en tout cas, on pourrait l'accélérer en essayant de faire une estimation à partir d'une régression. Et là, le réseau de neurones, il est extrêmement efficace. Alors, pour vous donner aussi quelques petits exemples, je vois que le temps passe vite. Il y a beaucoup d'applications en text mining, hein. Les premières approches historiques, bah, c'était Gérard Sirber qui, avec les groupes de MIT, avait fait des approches de word embedding pour faire en gros de la collecte de la collecte bibliographique, de voir quelles sont les corrélations entre les différents mots avec du word embedding pour pouvoir prédire quelles sont les méthodes de synthèse adaptées pour des compositions. C'est un petit peu obsolète. Aujourd'hui, ça commence à s'orienter de plus en plus avec les transformers type GPT. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont réalisées. Je peux en parler par exemple d'une qui est en ce moment portée par le NIMS, où actuellement on est en train de numériser de plus en plus d'articles pour pouvoir s'orienter de plus en plus vers des approches type text mining. Un dernier volet avant d'arriver sur les approches génératives que je voulais aborder, c'est l'importance des descripteurs. Parce que c'est bien beau d'avoir des bases. Ce qui est important pour pouvoir sortir l'essence d'un problème, c'est de trouver les fingerprints des problèmes. Alors pour simplifier, parce que c'est un petit peu chargé ce slide, désolé, pour simplifier l'approche, on va reprendre notre exemple de se dire on a une base d'apprentissage avec différents individus qui sont associés à une valeur cible. Et le but du jeu, si on fait une régression type linéaire, ça va être de trouver, en gros, la valeur cible prédite qui va être le produit matriciel de nos composés, de nos individus, multiplié par la transposée d'un vecteur qui va être en gros le poids des différentes caractéristiques que vous voulez mettre dans votre modèle. Et c'est ces features, ce sont ces descripteurs-là qui vont être très particulièrement intéressants pour analyser avec un regard critique physique. Là, je donne un petit exemple, par exemple, sur des alliages HEA, d'oxyde HEA, pardon, où ici, bah, les features, ça allait être différentes caractéristiques, comme par exemple le nombre d'électrons de moyens, l'électronégativité, etc. Et donc, en faisant ça, bah, on va pouvoir mettre en exergue quels sont les poids importants qui vont faire construire que le modèle soit correctement prédictif. Et si vous faites ça correctement, après, en triant bah, vos poids, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle la feature importance et voir quelles sont finalement les caractéristiques qui sont importantes dans votre modèle. Ici, je donne un exemple de l'analyse de l'effet de surface d'un phénomène pour mettre en évidence un phénomène d'absorption. On peut voir quelles sont finalement les surfaces importantes, pardon, les propriétés importantes en surface qui permettraient de rendre l'absorption particulièrement efficace. Enfin, encore un dernier point, désolé, je encore pas mal de petits points. La dernière Il y a, version. c'est, 17. je voulais dire ici qu'il y a pas mal d'efforts dans la communauté, pas mal européenne, sur des potentiels empiriques pour faire de la simulation à plus grande échelle que de la DFT, qui se base notamment sur des réseaux de neurones. Donc là, il y a pas mal l'équipe de Grenoble qui a œuvré là-dessus, avec un travail assez joli, que je trouve, sur une approche de descripteurs topologiques assez innovants, qui sont justement de l'apprentissage non supervisé pour le coup, où ils ont pu développer des potentiels internes qui ont permis de reproduire un phénomène de nucléation à partir du liquide d'une espèce monoatomique. Donc ça, j'ai envie de dire, je connais assez mal, mais je sais qu'en France, il y a une grosse communauté là-dessus. Et voilà, c'était juste pour parler des descripteurs ici topologiques de manière non supervisée qui existent. Et un dernier descripteur que je voulais expliquer aussi, qui était particulièrement important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est assez facile de décrire une molécule par une chaîne de caractères. Un cristal, c'est plus compliqué. Et le descripteur, par exemple, pour expliquer correctement un cristal, eh ben, il est pas évident. Il y a différentes approches, hein. Il faut regarder les approches premier voisin. Il y a des approches qui sont couplées à la théorie des graphes, qui sont particulièrement efficaces, notamment parce qu'il y a des réseaux de graphes qui peuvent être couplés à ça. Mais c'est des choses qu'il faut regarder de près et qui sont en développement et que j'étudie aussi. Allez, il me reste environ 5 minutes pour vous parler des méthodes génératives.
qui sont évidemment extrêmement excitantes et qui, si je reprends mon petit schéma, qui vont au-delà du deep learning parce que ça touche les approches d'optimisation, la génération de données quand vous n'en avez pas assez. Puis au-delà de la data science, ça pose aussi des questions éthiques aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui abonde beaucoup avec les exemples qui sont assez connus, qui permettaient de générer des visages, hein, ce modèle-là. Vous avez sûrement vu aussi les fake news qui peuvent facilement sortir avec des algorithmes type génératif. Il est assez facile de générer un peu n'importe quoi. Il faut être particulièrement vigilant. Et puis le grand public aussi qui a eu accès à ChatGPT et qui a pu voir à quel point on peut interroger du texte avec ce type de méthode type transformer. Alors, en sciences des matériaux aujourd'hui, il y a différentes approches. J'avais évoqué tout à l'heure les encodeurs autovariationnels. C'est une approche qui est pas mal utilisée en chimie organique ou en polymère aussi, un petit peu moins en chimie inorganique, j'ai envie de dire. On a préféré les GAN. J'ai pas mal œuvré là-dessus il y a quelques années. On va voir que c'est un petit peu dépassé aujourd'hui, mais je me permets quand même de réexpliquer le concept. Vous avez deux réseaux de neurones, un descripteur, un générateur. Le générateur, il va générer des données jusqu'à ce que le descripteur ne soit pas capable de générer si la donnée générée est bien réelle ou pas. Et ça va être particulièrement utilisé pour le traitement d'images, pour la transformation d'images. Là, vous avez deux populations qui diffèrent d'un trait de caractère, comme par exemple la couleur des cheveux. Je suis blond ou brun. Et si vous avez deux GAN, vous allez, par exemple, prendre un individu blond, utiliser un GAN pour le transformer, et jusqu'à temps que le descripteur ne soit pas capable de distinguer si effectivement il est blond ou pas. Et ainsi, vous allez pouvoir transformer correctement l'image. On l'a appliqué à la cristallochimie, notamment à des phases d'hydrure, où on a pu croiser avec ce type d'algorithme, on a pu croiser deux types de populations d'hydrure binaire pour générer des hydrures ternaires. Alors, c'est un petit peu lent à entraîner, ça a pas mal de difficultés techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail. Et aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est plutôt des approches type modèle de diffusion, qui sont beaucoup plus en vogue. Je vous réexplique le modèle. Voici mon étudiant qui travaille là-dessus. Justement, je me suis permis de prendre sa photo. Le principe est simple. Vous avez une sorte de chaîne de Markov où vous allez flouter une image pour arriver à, en gros, l'équilibre thermodynamique qui est le flou total. Là, vous n'êtes pas dans le feu, vous n'êtes pas dans l'équilibre. Vous voyez bien qu'il y a des zones. Donc, vous allez apprendre étape par étape à flouter une image. Ça, c'est l'approche d'entraînement, de telle sorte que lorsque vous avez un nouveau flou gaussien, par exemple, vous allez pouvoir reprendre à l'inverse les différentes étapes et générer comme ça des nouvelles images. Donc ça, c'est très utilisé en image aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en chimie inorganique. On a fait un apprentissage sur des structures qui sont stables, notamment en prenant par exemple des structures dans Materials Project ou autres. On fait du bruit, c'est-à-dire on bruite le lattice, on bruite les positions. Voilà, on apprend à bruiter les structures. Là où si vous voyez la petite flèche orange correspond à toute une chaîne qui est un petit peu complexe, on utilise la représentation multigraphe comme j'ai introduit tout à l'heure. Et une fois qu'on a bien appris à bruiter, on va pouvoir apprendre à débruiter, c'est-à-dire qu'on impose quelques contraintes. Et nous, on l'a fait en imposant par exemple un groupe d'espace, et on va pouvoir pas à pas débruiter jusqu'à retrouver une structure potentielle qui est stable. Et on l'a appliqué à un grand espace chimique, et on a pu démontrer une petite dizaine de nouveaux composés potentiellement stables qui n'avaient jamais été reportés. Voilà. Voilà. J'en arrive à ma slide de conclusion. Je n'ai pas fait une conclusion qui reprenait un peu les différents points, parce que vous avez pu voir, j'ai été très exhaustif, mais je voulais simplement reprendre un petit peu l'historique pour vous montrer à quel point les choses évoluent très très vite. L'un des messages que je dis tout à l'heure, il n'y a rien d'intelligent derrière, on est encore loin de faire de l'apprentissage, comment dire, de remplacer le chercheur par une IA. Hein. On voit bien que le chercheur a encore besoin de construire les algorithmes et que les choses évoluent très très vite. On est passé à des approches très élémentaires, brute force, sans être péjoratif, mais dans les débuts des années 2000, à des approches basées sur des réseaux de neurones qui sont de plus en plus accessibles aujourd'hui, notamment grâce au développement de packages open source
comme scikit-learn qui est développé par l'NRIA, qui sont très utilisés, mais aussi par plein de packages Python qui sont en lien à la chimie du matériau. Il existe aujourd'hui tout plein de packages qui peuvent être utilisés pour avoir des descripteurs tout prêts pour décrire des phénomènes chimiques. Donc, ça donne maintenant une aisance à développer tous ces et d'appliquer en tout cas l'apprentissage automatique et tout le machine learning avec tous ces codes open source qui sont développés. Donc, on voit vraiment une très, très grande euh, évolution et j'en suis ravi parce que c'est porté par la communauté open source et les jeunes qui aujourd'hui parlent Python couramment peuvent vraiment s'en approprier et ça fait qu'aujourd'hui, ça avance beaucoup et qu'il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, moi, je reste convaincu qu'on peut peut-être pas remplacer le chercheur, mais en tout cas, on peut utiliser l'IA comme un outil extrêmement efficace et utile, et notamment grâce aux algorithmes génératifs qui, à mon avis, risquent de bouleverser le paysage dans quelques années. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'aimerais juste remercier les différents co-auteurs qui ont contribué aux travaux que j'ai pu présenter aujourd'hui, et puis vous remercier, vous, pour votre, euh, votre attention. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette présentation. Ouais, bonne perspective, mise en revue de toutes les méthodes. J'imagine que dans l'assistance très nombreuse, il doit y avoir quelques questions. Est-ce que quelqu'un veut démarrer les questions à Jean-Claude? Oui, moi je veux bien si vous Olivier Ardouin, on vous m'entendez. écoute. Bon, je voudrais féliciter Jean-Claude, évidemment. C'était sympa et intéressant. Alors, j'ai une petite question, peut-être tu l'as abordée. Pour les aciers, pour les prédictions de structures ferrites ou, ou autres, euh, tu as peut-être eu un transparent à un moment. Autrefois, en 48, il y a eu les diagrammes de Scheffler qui semblent être encore très utilisés, même en recherche en sidérurgie. Est-ce qu'il y a eu des choses de fait en intelligence artificielle? Les diagrammes de Je ne sais. Scheffler sont encore très utilisés et ça date de 1948. Alors, c'est des ABAC, c'est des gens d'ABAC. C'est Alors, quelqu'un qui avait fait beaucoup de manip, donc pour lui, c'est des données. Et ensuite, à chaque élément d'alliage, il donne une puissance d'être alpha formeur ou gamma formeur. On retrouve les mêmes choses dans les alliages de titane entre alpha formeur au générateur et bêta formeur au générateur. Est-ce qu'il y a eu des choses en IA? alors, merci beaucoup tout d'abord, Olivier, pour ta question. Je t'avoue que je ne suis pas spécialiste de ça. Je connaissais pas ce type de diagramme. Désolé. En tout cas, s'il existe une base de données qui associe, comme tu sembles dire, composition au caractère prédictif qui est, comme tu dis, bêta-gène ou alpha-gène, euh, c'est- ça me semble, à mon avis, évident que quelqu'un s'est posé la question pour faire un apprentissage type régression par classification, hein. Ça me semble évident que quelqu'un s'est penché dessus. Maintenant, je ne sais pas. En tout cas, si la BAC existe et il existe en gros un tableau qui associe composition au caractère prédictif, ça me semble très facile à appliquer. Et si c'est pas déjà fait, j'invite des gens à s'y pencher dessus s'ils sont métallurgistes, hein, parce que c'est pas quelque chose de difficile à faire en tout cas. Alors, est-ce que Mais je c'est suis un désolé. petit peu plus industriel, qui est moins au courant? Je ne sais pas. Je t'enverrai l'article sur l'historique du diagramme de Scheffler. Et c'est Ok, un article qui est enfin, qui est bien cité. Euh, d'accord. Après, moi, je ne vais pas voir les articles qui l'ont cité, mais je te l'enverrai, puis tu feras une petite recherche et tu me diras. Je ferai aussi une petite recherche de mon côté. Et sinon, à l'inverse, je travaille sur les carbures de bord. Et là, les carbures de bord, les phases, dans la phase B4C, avec des icosaèdres reliés par des chaînes, et des carbones qui se situent un petit peu n'importe où sur la chaîne ou dans l'icosaèdre. Ça demande des calculs de telle précision en LDA et GGA que pour l'instant, je ne crois pas que l'intelligence artificielle puisse se substituer.
Alors, Et même thermocalque et même Calfad, pour l'instant, je suis sceptique même par rapport à Calfad, qui est pas de l'ab initio. Est-ce qu'on a fait des progrès aussi dans la troisième génération de Calfad? il y en a d'autres Je suis ici qui encore à me pourraient. demander si on n'est pas en train d'essayer de marier la carpe et le lapin, avec toutes euh, les insuffisances de Calfat qui a été prévu à 298,15 K et 1 bar pour une je, atmosphère et je qui est vois donc que. contradictoire avec les approches ab initio qui commencent à 0 K. Bon, alors, il y a beaucoup de questions. Alors, pour la partie Calfa que tu as parlé en dernier, effectivement, la troisième génération avance quand même, hein. Je pense qu'il y a des gens ici qui en savent plus que moi. Il y a depuis longtemps, et on s'en est rendu compte, effectivement, il y a un dialogue très difficile avec la DFT qui parle à 0K. Et là, le problème est que pour resituer le problème à tout le monde, c'est que les bases de Calfad partent pour les intérêts industriels à 298 et ne peuvent pas intégrer typiquement la CP qui peuvent calculer à partir de 0K. La grosse difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'affinements Calfad qui ont déjà été faits et donc repartir sur une nouvelle une nouvelle génération d'éléments purs qui est décrit à partir de 0K, ça voudrait dire revoir tous les affaissements qui sont déjà faits. Et autant dire que les industriels, ils n'ont pas trop envie de revoir tout ça. Ouais, Donc ça prend du j'ai compris, oui. On est un peu ça en prend, relation avec Olivier Rapeau à Limoges oui, et c'est ce mais qu'il bon, nous dit à chaque fois. ça avance quand même. Alors pour revenir à tes nitrures de bord et nitrure Carbure de de bord, bord, oui, c'est mieux. carbure de bord, pardon, excuse-moi. Le fait est que d'une part, il y a quand même une approche DFT qui peuvent être aujourd'hui comblées par l'IA quand même. C'est les nouvelles fonctionnelles IA justement, hein, celles qui sont un petit peu difficiles à comprendre, qui sont développées par des physiciens, où la fonctionnelle d'échange des corrélations est construite sur des modèles type apprentissage automatique. Alors, je ne sais pas si ça a été appliqué sur tes systèmes-là, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de gens qui se penchent là-dessus, où lorsque la LDA ou même la GA+U se plante, il y a des nouvelles fonctionnelles développées IA, enfin développées machine learning qui sont en cours de développement. Plus Oui, spécifiquement à ton pas pour le bord carbone, mais effectivement, le développement peut-être. de nouvelles fonctionnelles, en général, ça peut se faire aussi par IA. Mais là, non, C'est dif- la GGA est bonne. C'est juste qu'on est obligé de faire des calculs GGA et qu'on ne peut pas aller au-delà et invoquer, même à partir de quelques calculs GGA, on ne peut pas passer à enfin, à des ah, prédictions par intelligence artificielle. Ça ne sera pas crédible. À chaque fois, il bon, faut refaire le calcul précis. on en reparlera si tu veux, mais ça dépend de Ouais. combien de composés tu as déjà. Et si tu en as suffisamment, peut-être qu'on pourrait quand même commencer à faire une première prédiction. Il faut voir. Je ne sais pas quel est ton pool de calcul que tu as déjà réussi à obtenir, mais, euh, mais Bah, il y il a y a eu des potent- nouvelles structures qui ont été découvertes il y a 4-5 ans et après de nouvelles par calcul, mais des peut-être choses qui n'avaient pas QSpecs, été anticipées du tout. peut-être QSpecs pour le coup pourrait être meilleur, je pense. Et Et les Merci c'est beaucoup, algorithmes pas Claude. joué à évolutionnaires. ça, Oganov. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions pour Jean-Claude? Non? Moi, j'en ai une, Jean-Claude, pour toi quand même sur la. Parce que comme tu as dit, ça avance très très vite. Alors si pour toi qui es dedans, ça avance très très vite, pour les gens de la communauté qui est plutôt la communauté, on va dire, de la production de données expérimentales, c'est impossible à suivre. Mais du coup, la question que nous on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut ne pas être has-been, on va dire, dans cette évolution. On comprend bien que peut-être il y a besoin de données pour nourrir tous les algorithmes dont tu as parlé. Il y a besoin de données sources, de données d'entrée. Et il y a peut-être aussi besoin, tu l'as mentionné, de vérification des prédictions. Où tu penses que la priorité pourrait être mise pour nous, communauté plus expérimentateurs, où sont les plus gros besoins pour accompagner en fait cette évolution de la partie numérique de sciences et matériaux? Euh, merci beaucoup, Olivier. Il n'y a que des Oliviers qui me posent des questions. J'avoue que c'est difficile de répondre, mais en tout cas, la première réponse que je peux donner, c'est qu'on a besoin d'expérimentateurs. C'est évident, mais il faut encore le rappeler.
Même quand, il y a 20 ans, on faisait pas encore enfin, moi, je faisais pas encore d'IA, je faisais du calcul DFT, j'arrêtais pas de le dire, quoi. C'était évident que pour, avoir un apprentissage mutuel, il faut dialoguer et donc il faudrait que, bah, les dispensateurs interviennent dans les instances de type, les GDR, je pense au PEPR Diadème, par exemple, pour qu'il y ait un dialogue sain qui se construise parce que, c'est très, très facile de faire l'IA dans son côté. On voit de plus en plus de publis de gens qui publient des choses mais qui vérifient rien derrière et ça m'énerve. Je ne sais pas quel est le moyen le plus efficace, en tout cas pour que ce dialogue puisse avoir lieu. Mais en tout cas, comme je l'avais indiqué aussi ici, c'est un échange interdisciplinaire. Il faut qu'il y ait comment dire, une alimentation mutuelle, sinon on ne peut pas faire de l'IA dans son coin. Et quand je disais que les choses vont très très vite, les choses vont très très vite sur la naissance de nouveaux algorithmes, typiquement les algorithmes génératifs. Mais maintenant, la base, je l'ai dit aujourd'hui, quoi, il y a des apprentissages supervisés, tout ça, ça existe et c'est déjà la base. Si déjà vous avez as compris ça, toi-même, tu peux commencer à aller voir des gens qui font un peu d'IA, voire même tu peux commencer à t'y intéresser toi-même et voir comment tu peux alimenter des bases, les comparer à ce qui existe déjà, je pense. Et c'est un petit peu vague ma réponse, hein, je suis désolé, mais en tout cas, je pense qu'il faut instaurer un dialogue. Et il ne faut vraiment pas que chacun reste dans sa petite chapelle à rester au haut de son clocher, quoi. Ça, c'est évident. Ok, merci. Est-ce qu'il y Et aurait encore une dernière question pour Jean-Claude? Non? Très bien. Bah, Jean-Claude, on te remercie encore pour cette présentation. On te ça souhaite fut une un... bonne soirée japonaise. Et bah, pour tous Merci. ceux qui voudraient, je pense que dans la journée ou demain, il y aura le lien sur la chaîne YouTube de Aftermath. Donc, si vous voulez revoir ou faire suivre à quelqu'un la présentation, vous aurez l'opportunité de le faire. Tout à fait, merci. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, Merci. Olivier. Au revoir. Au revoir. Merci.